Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Demba Moussa Dembélé. Demba Moussa Dembélé, économiste et chercheur. Il est le président de l'Africain de recherche et de coopération pour l'appui au développement endogène Arcade. Il est aussi co-organisateur des Samedis de l'économie avec la Fondation Rosa Luxembourg à Dakar. Monsieur Dembélé, merci d'avoir accepté notre invitation. La semaine dernière, on a beaucoup parlé de franc CFA. Il y avait une réunion à Yaoundé entre les responsables de franc CFA, les ministres des Finances de ces pays-là et aussi les représentants de la France. Pourquoi le débat sur le franc CFA est récurrent en Afrique? Merci Alassane pour ton invitation et surtout de me donner l'occasion de revenir sur un sujet que certains appellent controversé. Vous avez parlé de cette réunion de Yaoundé et le ministre français de l'économie et des finances, M. Michel Sapin, a fait une escale à Dakar sur le chemin de retour. Et durant sa conférence de presse avec le ministre sénégalais de l'économie et des finances, il a sorti quelque chose pour dire le franc CFA, c'est la monnaie des Africains. Alors moi, ça m'a fait sourire parce que si c'est la monnaie des Africains, il n'a pas besoin de nous le dire. Parce qu'il ne le dirait pas s'il va en Tunisie ou au Maroc ou dans un autre pays qui a une monnaie souveraine. Et le ministre américain des Finances non plus n'irait pas à Francfort, au siège de la Banque Centrale Européenne, pour dire que l'euro, c'est la monnaie des Européens. Et donc ça prouve que le franc CFA n'est pas une monnaie africaine. Pourquoi? C'est une des survivances de la colonisation. Et c'est un moyen que la France continue d'utiliser pour dominer nos pays. Et vous voyez d'ailleurs que dans la plupart des pays qui utilisent le franc CFA, ce sont des sociétés françaises qui dominent les secteurs clés. Parce que d'abord, il n'y a pas de risque de change à cause de la fixité du taux de change. Il n'y a pas de risque de change entre l'euro aujourd'hui et le franc CFA. Hier, c'était le franc français et le franc CFA. Donc, il n'y a pas de risque de ce côté-là. Et ensuite, parmi les clauses qui unissent la France à nos pays, il y a celle qui dit qu'il y a liberté totale de transfert des capitaux entre l'Afrique et la France. Donc, si les entreprises françaises font des bénéfices ici, elles ont la liberté totale de les transférer à Paris. En France, disons. Mais pourquoi dit-on que le franc CFA est un frein au développement des pays de la zone CFA? Pourquoi? Non, parce que tout simplement, ce n'est pas notre monnaie. Elle n'est pas en adéquation avec notre niveau de développement. Je vous renvoie à la dévaluation de 1994. Qui a décidé de cette dévaluation? Elle a été décidée à Paris. Et on est venu ici informer des chefs d'État africains. Si demain, Paris, la BCEAO, la Banque Centrale Européenne, pardon, la BCE, décide qu'on doit changer la parité du franc CFA, on ferait la même chose 20 ans après. Parce que tout simplement, le sort du franc CFA ne se décide pas à Dakar, ni à Yaoundé, siège respectif des banques centrales africaines, mais ça se décide ailleurs. Et les politiques monétaires des banques centrales sont calquées sur celles des banques centrales africaines, sont calquées sur celles de la Banque Centrale Européenne. Et la BCEAO, dont le siège est ici chez nous à Dakar, dit que sa priorité, c'est la lutte contre l'inflation. La stabilité, ils appellent ça stabilité de la monnaie, stabilité macroéconomique. Mais c'est ça qui étouffe. C'est cette stabilité, cette poursuite de la stabilité qui étouffe nos économies. Parce que si on veut avoir un taux d'inflation de 2%, ça veut dire qu'on va resserrer le crédit, c'est-à-dire qu'on va étouffer les petites et moyennes entreprises qui constituent aujourd'hui l'essentiel du tissu économique de nos pays. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, franchement, les petites et moyennes entreprises africaines ont du mal à trouver du financement bancaire. Et c'est pour tout cela qui fait que nous disons que le franc CFA n'est pas une monnaie
qui peut contribuer au développement de nos pays, mais plutôt à cause des politiques monétaires menées par les banques centrales africaines, c'est une monnaie qui est un frein à notre développement. En quoi la parité fixe entre l'euro et le franc CFA est un frein au développement des pays africains de la zone CFA? C'est très simple. La zone euro, c'est la première économie du monde, hein, parce que si on prend les 27, c'est la première économie du monde. Bon, individuellement, c'est les États-Unis. Mais collectivement, la zone euro, c'est la première économie du monde. C'est la première puissance commerciale du monde. Donc, c'est des pays qui ont des économies matures, comme on dit. Et par conséquent, c'est une monnaie qui est forte. Si on regarde ce qui se passe entre l'euro et le dollar ou les autres monnaies. Donc nous, à cause de la fixité du taux de change, notre monnaie fluctue en fonction des fluctuations de l'euro. Comment peut-on imaginer le franc CFA avoir un taux de change par rapport au dollar qui soit un taux de change qui ressemble à un taux de change entre deux économies matures? Ça n'a pas de sens. Et si bien que les quelques entreprises qui exportent, quand il y a une surévaluation de l'euro, quand l'euro monte, si vous voulez, par rapport au dollar, au yen japonais ou à d'autres monnaies, ben, les entreprises africaines qui exportent sont pénalisées. Parce que le franc CFA va être très cher par rapport à leur propre monnaie des pays qui importent. Donc, c'est pour dire que nous ne contrôlons pas, nous suivons, c'est comme des aveugles qui suivent. Si quelqu'un, par exemple, un apprenti, il est derrière la voiture, si le chauffeur s'arrête, l'apprenti s'arrête, si le chauffeur ne s'arrête pas, il continue. Récemment, on a entendu une sortie du président ivoirien Alassane Ouattara en disant qu'il a été gouverneur de la Banque centrale, qu'il est toujours gouverneur honoraire. Et lui, il juge que le franc CFA est une zone de stabilité monétaire depuis des années, depuis plus de 30-35 ans, et que certains intellectuels africains peut-être sont gênés par le nom de franc CFA, qu'il faudrait changer le nom. Non mais écoutez, ces gens nous parlent toujours de stabilité. Ils disent la stabilité. Mais la stabilité de quoi? Ce sont ces politiques restrictives qui fondent leur stabilité. Parce que tout simplement, ils doivent suivre des politiques monétaristes. Or, cette stabilité, elle est en train d'étouffer nos pays. Si on regarde les 14 pays qui sont en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, les 10 sont parmi les plus pauvres. C'est des PMA, des pays les moins avancés. Donc, on parle de stabilité, alors que les pays sont en train de sombrer dans la pauvreté. Si on regarde les indicateurs de développement du PNUD, les indicateurs de développement humain du PNUD, les pays qui utilisent le franc CFA sont au bas de l'échelle de cet indicateur. Si je vous comprends bien, le franc CFA fait partie de la monnaie des instruments de pauvreté dans ces propres pays. Absolument. En quoi le franc CFA contribue-t-il à la pauvreté dans nos pays? Je vous ai parlé des politiques monétaires des banques centrales qui étouffent toute possibilité de financement. Parce qu'en se donnant comme priorité la lutte contre l'inflation, mais ça veut dire qu'on va resserrer le crédit, on va on va surveiller les dépenses des gouvernements, les dépenses publiques. Et aujourd'hui, la Banque centrale, la BCEAO d'ailleurs, dit qu'elle ne finance plus les gouvernements parce qu'à l'époque, elle pouvait accorder 20% du budget de ces gouvernements. Elle pouvait leur accorder des crédits jusqu'à hauteur de 20%, mais elle a supprimé tout ça. C'est-à-dire que les gouvernements sont obligés de s'adresser au marché monétaire de l'UMOA ou ailleurs. Et vous voyez aujourd'hui, juste pour faire une comparaison, la BCE, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? La zone euro est dans une situation critique. Elle a baissé son taux directeur à pratiquement 0%. Et elle est en train d'injecter des milliards chaque mois dans les économies de la zone euro. La Banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale, avait fait la même chose depuis 2008. Elle avait ramené son taux directeur à 0,25%.
0,25%. Il oscille même entre 0,25 et 0%. Mais nous, on n'a pas cela. Au contraire, ce sont des économies qui sont dans une récession permanente et on dit qu'on poursuit la lutte contre l'inflation. Et ça n'a pas de sens. Mais dans ce cadre-là, quelle est la pertinence des plans de sortie de crise, des plans qu'on met en place, des plans Sénégal émergent? Quelle est sa pertinence si le Sénégal continue à travailler dans une zone de franc CFA où cette monnaie continue à accentuer sa pauvreté et son développement? Alassane, je vous dis, on n'a jamais vu un pays se développer avec la monnaie, une monnaie qu'il ne contrôle pas. Aucun pays ne s'est développé sans sa monnaie. Et d'ailleurs, la monnaie fait partie des symboles de souveraineté. La plupart des pays, ou en tout cas la quasi-totalité des pays, quand ils prennent leur indépendance, soit par la lutte armée, soit par d'autres moyens, la première chose, parmi les symboles, le drapeau et l'hymne national, le troisième symbole, c'est la monnaie. Vous avez des petits pays qui ont leur banque centrale, qui ont leur propre monnaie, parce que tout simplement, ces pays pensent que, et sont convaincus, c'est l'histoire qui est là, que sans monnaie, sans leur monnaie, pardon, ils ne peuvent pas se développer. Parce que si vous avez votre propre monnaie, vous pouvez définir vos propres politiques monétaires. Vous pouvez voir les secteurs qui ont besoin d'être aidés pour pouvoir faire des taux bonifiés pour ces secteurs. Si on regarde ce qui se passe en Asie, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui les tigres et dragons asiatiques, mais la politique monétaire a été un des facteurs ayant permis le développement fulgurant de ces pays-là. Regarde aujourd'hui les pays qu'on appelle les BRICS. Mais la politique monétaire fait partie des instruments à leur disposition. D'ailleurs, pourquoi les États-Unis, l'Europe critiquent tant la Chine? Ils disent que le yuan, la monnaie chinoise, est fluctuante et la Chine utilise sa monnaie pour gagner des parts de marché dans le monde. C'est pour vous dire donc qu'une monnaie souveraine est capitale pour un pays pour qu'il puisse se développer. Donc les plans émergents dont vous parlez, chacun peut parler, dire j'ai mon plan émergent. Mais moi, ma conviction est faite, et l'expérience de plus de 50 ans est là, pour arriver à la conclusion que sans une monnaie souveraine, il n'est pas possible de se développer dans cet espace-là. Et la preuve est là, malgré tout ce qu'ils disent, malgré tous les taux de croissance qu'ils proclament, l'écrasante majorité de leurs citoyens vivent dans la pauvreté. Mais justement, c'est cette question que beaucoup se posent. On dit que le Sénégal a atteint un taux de croissance de 6,5%. Est-ce que cette croissance est ressentie par les populations sénégalaises ou bien c'est une croissance exportée ou bien importée? Vous savez, la structure de l'économie est importante pour voir à quoi sert cette croissance. Si les secteurs clés de l'économie sont contrôlés par des intérêts étrangers, il va de soi que cette croissance va profiter à ces intérêts. Les entreprises étrangères qui vont employer qui elles veulent, parce on sait comment ça se passe. Et ensuite, les bénéfices qu'elles vont faire, elles peuvent les rapatrier de façon illimitée, parce qu'il y a une clause qui le permet. Donc, les taux de croissance qu'on proclame profitent plus à ces entreprises, à ces intérêts étrangers, plutôt qu'aux citoyens ordinaires, parce que d'abord, du point de vue emploi, très peu trouvent du travail, et même si les sociétés étrangères emploient des nationaux, on fait la différence entre les rémunérations des expatriés et celles des nationaux. Et donc, on parle de taux de croissance, et on se glorifie d'avoir des taux de croissance, mais en même temps, on se dit quand même la majorité de nos citoyens vivent dans la pauvreté, dans la précarité. D'abord, le problème de l'emploi des jeunes, ce n'est pas seulement les jeunes. Le chômage, c'est un chômage de masse dans nos pays. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces taux de croissance ne s'accompagnent pas de création d'emplois. Et si ça ne s'accompagne pas de création d'emplois, il n'y a pas de revenus.
Vous regardez le marché, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est très faible parce que les gens ne gagnent pas beaucoup. Pas beaucoup de gens qui travaillent. Et par conséquent, ces taux de croissance dont on parle, en tout cas, éludent l'écrasante majorité des citoyens. Mais pourtant, au sein de la CEDEAO, on parle de monnaie unique en 2020. Est-ce que c'est une solution par rapport au franc CFA? Oui, ça c'est une solution parce qu'elle permet d'éliminer toutes les monnaies qui circulent dans la zone CEDEAO. Il y en a 8. Le franc CFA et les 7 autres. Nous sommes 8 pays et les 7 autres. Par conséquent, ça va nous donner la possibilité d'influer sur nos politiques monétaires. Parce que nous aurons notre banque centrale, nous aurons notre monnaie commune et personne ne viendra de Paris ou de Francfort pour dire voilà les taux d'intérêt que vous devez définir, voilà le niveau de crédit que vous devez accorder à vos entreprises. Et personne ne viendra à Paris pour dire vous devez avoir une liberté totale de transfert entre la zone CEDEAO et l'Europe. Donc c'est nous qui déterminons. Et surtout, ça va permettre d'accélérer l'intégration. Parce que sans intégration, nous n'avons aucune chance dans cette mondialisation capitaliste sauvage et qui est en train d'écraser tout sur son passage. En attendant que cette monnaie soit mise en place en 2020, on parle du Sénégal de découverte de pétrole, de gaz. Mais si on continue dans toujours une zone de franc CFA, est-ce que ce pétrole, ce gaz, l'argent qu'on va gagner va profiter aux populations ou bien va encore profiter à l'étranger? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la maladie des ressources naturelles. C'est-à-dire la découverte de ressources naturelles qui peut créer des problèmes dans un pays si on se concentre seulement sur ces ressources et on oublie les autres secteurs. Ou alors si c'est une élite qui profite de cette découverte pour s'enrichir au détriment de l'écrasante majorité de la population. Est-ce qu'en restant dans la zone CFA, ces découvertes-là auront un impact sur la vie des populations? Mais ça dépend de la manière dont on va gérer. Parce que si on confie encore à des sociétés étrangères qui viennent piller ces ressources et rentrer avec les bénéfices, il est évident que l'impact sera très faible. Bon, on a vu dans le passé, pour certaines ressources, le pétrole, par exemple dans le delta du Niger, comment des compagnies comme Shell pillaient les ressources du Nigeria, sans que les populations, et c'était la pauvreté la plus crasse dans le delta du Niger, en plus de la pollution. Donc tout dépend de la manière dont nous allons gérer ces ressources, c'est-à-dire impliquer des entreprises sénégalaises, africaines, même dans la sous-région, bien négocier les contrats avec les entreprises étrangères et surtout que les populations qui vivent dans les zones où ces ressources ont été découvertes puissent profiter de cela, c'est-à-dire du point de vue emploi, du point de vue infrastructure et du point de vue retombée. Et sinon, ça va être encore une élite à la fois locale et étrangère, qui risque tout simplement de profiter de cela au détriment de l'écrasante majorité des populations. Mais est-ce que l'une des alternatives aujourd'hui du franc CFA, c'est les monnaies complémentaires dont on parle un peu partout en Afrique, avec Abdourahmane Sarr qui a théorisé de mettre en place une monnaie complémentaire dans certaines zones pour faciliter les échanges entre les populations à la base? Oui, la monnaie complémentaire, comme son nom l'indique, n'est pas une monnaie qui est alternative au franc CFA, non. C'est une monnaie qui peut circuler dans certaines zones que les gens peuvent utiliser à la place du CFA. Mais, par exemple, comment elle fonctionne? Très simplement, moi j'ai des CFA, j'ai 100 000 francs CFA. Il y a des boutiques, il y a des entreprises, il y a des boutiques, il y a des boulangeries, il y a des transporteurs, ainsi de suite, qui acceptent d'utiliser cette monnaie à la place du franc CFA. Donc je vais voir la société qui gère les monnaies alternatives, je lui remets mes 100 000 francs CFA. Il y a un taux de change qui est défini, et en fonction de ce taux de change, on me donne des monnaies alternatives. Donc mes 100 000 francs CFA sont hors du circuit. Et ce sont l'équivalent des monnaies complémentaires que je vais utiliser. Oui. Donc ce n'est pas
une monnaie alternative au franc CFA, c'est une monnaie complémentaire. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle monnaie complémentaire. Et ça se passe dans beaucoup de pays. Et ça permet surtout de développer l'économie locale. Parce qu'avec ces monnaies complémentaires, même des gens qui étaient plus ou moins marginalisés peuvent avoir accès à ces monnaies et pouvoir, par exemple, entrer dans l'économie du pays. Ici, la Banque centrale semble être frileuse par rapport à cette monnaie complémentaire qu'a proposé M. Sarr. Exactement, parce que la Banque centrale a peur, c'est à cause de tout ce débat sur le franc CFA. Elle a peur, pensant peut-être qu'en autorisant cette monnaie complémentaire, ça va être, il y aura la perception au niveau de l'opinion que finalement, peut-être que le franc CFA va disparaître avec ces monnaies complémentaires. Et tout. Pourtant, eux, ils savent très bien que les monnaies complémentaires circulent aux États-Unis, en Europe, dans beaucoup de villes françaises, vous avez les monnaies complémentaires. Au Canada, au Mexique, ainsi de suite. En Angleterre, les monnaies complémentaires circulent. Donc, c'est pas... et c'est autorisé par ces pays-là, qui savent très bien ce que c'est. Mais la Banque centrale est frileuse parce que tout simplement, elle a peur de débat sur le franc CFA. Tout débat sur le franc CFA leur donne des déchirures froides. Justement, est-ce que ce débat sur le franc CFA que vous menez un peu partout en Afrique, et vous pensez qu'il va être compris par des populations peut-être qui n'ont pas été à l'école, qui ne sont pas éduquées, peut-être qui n'ont pas perçu les enjeux de cela? C'est vrai que nous avons parfois un problème de communication avec le public. Souvent, on utilise des termes ésotériques, un langage très compliqué, même vis-à-vis de ceux qui ont été à l'école, comme on dit, dans notre langage là. Mais c'est vrai que pour que ce débat puisse absolument faire bouger les lignes, il faudrait que les populations comprennent le sens de ce combat. Et l'exemple que je peux donner, c'est celui du marché de Diaobé, où chaque semaine, des femmes, des hommes venant de différents pays de la sous-région se rencontrent. Alors je dis, vous allez à Diaobé, vous leur expliquez. La femme qui vient de la Guinée, qui a ses francs guinéens, qui doit les changer en CFA, ou qui doit acheter à la Mauritanienne, qui a ses ouïas, il faut un taux de change. Bon, la Mauritanienne doit changer ses ouïas en francs CFA, et ainsi de suite. Alors imaginez que toutes ces femmes-là, maintenant, viennent avec la même monnaie. On l'appelle l'éco, par exemple, la monnaie de la CEDEAO. Un jour, avec cette même monnaie, on explique à ces femmes, mais elles comprennent très tout de suite. Parce que les tracasseries, les coûts induits par le change, tous ces coûts vont disparaître. Et ça va être facile. La dame qui quitte Conakry, elle sait qu'elle n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Et elle connaît le prix, parce que d'abord, avec le taux de change, il y a des problèmes, il y a des pertes. Mais avec la même unité monétaire, c'est fini. La vie est plus facile. La vie devient plus facile. Mais aujourd'hui, au sein du Trésor français, les réserves de CFA qui sont là-bas, des devises, à quoi servent-elles? Vous savez, dans les accords, il est dit que pour que la France garantit la convertibilité, je mets ça entre guillemets, et en contrepartie, nos pays doivent verser une partie de leurs réserves de change. Alors, avant c'était 100%, c'est devenu 65%, et maintenant c'est 50%. Bon, et c'est ce qu'on appelle donc la contrepartie de cette garantie. Mais cette contrepartie, elle sert à quoi? Mais en fait, c'est celle-là la garantie. C'est nous qui garantissons. Est-ce que la France l'utilise pour financer son développement, son déficit? Évidemment. La France, l'espace. Est-ce que cet argent n'aurait pas pu servir aux pays africains qui ont gardé leur argent là-bas pour récupérer cet argent et financer des projets de développement? Mais bien sûr, si
on critique ces relations, c'est parce que c'est des ressources gagnées à la sueur de nos paysans qui sont déposées dans un pays très développé et qui peut les utiliser à sa guise. Alors que nous, nous croulons sous des dettes extérieures avec toutes les humiliations qui les accompagnent. On aurait pu disposer d'une partie de ces réserves pour atténuer le recours au marché extérieur, le recours à l'endettement extérieur et investir dans notre développement, investir dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation. Mais non, on les met là-bas, ces réserves, et la France peut les utiliser comme elle veut et à notre détriment. Si vous voyez aujourd'hui que des pays comme la Chine sont puissants, c'est parce que ce sont des pays qui ont des réserves, des milliards, des dizaines de milliards de dollars de réserves qu'ils peuvent utiliser dans leur propre économie et même sur le plan extérieur pour investir à l'extérieur. Sans ces réserves-là, leur marge de manœuvre serait très limitée. Demba Moussa Dembélé, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Questions Directes. Merci à vous qui nous suivez à partir de chez vous. Merci. Au revoir.